Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce congrès. Docteur, oui, mais je tiens quand même à vous remercier personnellement, tout comme la SFMKS et Franck Lagneau, qui m'a permis de venir vous présenter c'est un format libre, une communication libre autour du temps de réaction des fibulaires et des accidents de cheville. Quelle attitude, ou plutôt quelles attitudes aujourd'hui? Alors c'est une présentation que j'ai voulu la plus ouverte possible, la plus didactique également possible, pour susciter un petit peu des interrogations. Je viens de l'Université de Savoie et du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité. Tout à l'heure, vous posiez la question, ou en tout cas vous interrogiez comment font les Norvégiens pour faire beaucoup d'études, etc. Les laboratoires universitaires sont prêts et ouvrent leurs portes aux fédérations. C'est le cas avec des fédérations comme le ski alpin. J'espère que ce sera le cas avec le handball également. Bien, donc globalement, on va parler de temps de réaction péronéen, mais on va parler finalement d'entorse latérale de cheville. Alors l'entorse latérale de cheville, c'est un traumatisme qui est fréquent dans la population générale, dans la population sportive et au handball également. Cette entorse latérale de cheville, il faut bien la définir. C'est un mouvement, elle résulte d'un mouvement non contrôlé de l'articulation sous-talienne. Cette articulation sous-talienne, qui est une double trochoïde inversée, le calcanéum roule, tangue, vire sous l'astragale, et ces mouvements donc, de la sous-talienne ont été décrits comme s'organisant autour d'un axe fonctionnel, l'axe de Encke. Ces mouvements d'inversion et d'éversion, qui sont triplanaires, vont être contrôlés essentiellement par un groupe musculaire, les fibulaires, le long fibulaire et le court fibulaire, qui sont placés sur la face latérale de la jambe. Ces fibulaires vont donc contrôler le mouvement d'inversion, qui est le mouvement traumatique, en régime excentrique. Ça aura peut-être, ou ça aura certainement son importance dans cette présentation. Le problème avec l'entorse latérale de cheville, ce n'est pas l'entorse en elle-même, ce sont ses conséquences. En effet, la littérature est riche d'exemples, de chiffres, qui démontrent que suite à une première entorse, des phénomènes déficitaires vont s'imposer au sein du système neuromusculaire. Et ces phénomènes déficitaires, ces déficits dont on va un petit peu dresser le portrait dans quelques instants, peuvent donner naissance à une instabilité chronique de cheville qui, elle, met le possesseur de la cheville dans un mode potentiel de récurrence. Alors, l'instabilité chronique de cheville, dans la littérature, elle est décrite sous deux formes. Une forme mécanique. Les surfaces articulaires peuvent avoir, du fait de l'entorse, subi des dommages. Les ligaments périarticulaires peuvent également avoir subi des dommages. Et là, il est certain qu'il va falloir agir directement, de manière chirurgicale, la plupart du temps, sur ces structures. On ne va pas parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est l'instabilité fonctionnelle. Alors, quand on parle d'instabilité fonctionnelle, il faut bien voir de quoi on parle. L'instabilité fonctionnelle résulte finalement et exclusivement du contrôle de la boucle neuromusculaire ou sensorimotrice. La cheville est une structure qui va être contrôlée par le système nerveux central par l'intermédiaire de l'envoi d'informations sensorielles qui sont issues d'un ensemble de cellules spécialisées, des mécanorécepteurs qui vont être localisés dans la capsule, dans les muscles, dans les tissus cutanés, dans les tissus périarticulaires et qui vont, après intégration, donner lieu à des réponses motrices de différents ordres, réflexes par intégration médulaire directe, mais également par une intégration un peu plus poussée au niveau du tronc cérébral, par des stratégies de délestage, voire même par des modifications complètes du plan moteur quand l'intégration passe le relais thalamique et arrive au niveau cortical. Si on s'intéresse aux déficits fonctionnels liés à l'entorse latérale de cheville, ces déficits sont décrits dans la littérature et on peut... Alors, j'ai mis quelques exemples de la littérature. Vous imaginez bien que
Étant donné le nombre d'entorses qui est cité, la littérature est très riche. Mais malgré tout, l'instabilité chronique de cheville se distingue par un déficit de force des fibulaires. Les muscles qui contrôlent l'inversion perdent de leur capacité de génération de force. Il y a également des déficits d'origine proprioceptif qui sont mesurés par des tests analytiques ou fonctionnels. Et puis, il y a également des déficits d'ordre neuromusculaire, c'est-à-dire du fonctionnement même de la boucle. L'activité dynamique des fibulaires diminue, donc lors d'activité locomotrice, on voit que les fibulaires n'ont pas la même puissance. En tout cas, on parle ici de puissance par rapport à la mesure de la commande motrice. Les fibulaires perdent également de leur précision d'anticipation proactive. Lorsque, par exemple, vous sautez ou à la réception d'un saut, eh bien, il faut contracter les fibulaires avant que le saut, que la réception s'effectue. Avec une instabilité chronique de cheville, on va perdre, la variabilité va augmenter, on va perdre cette capacité, ce contrôle précis de l'atterrissage, finalement. Et puis, on constate même, c'est une étude assez récente de Pietro Simone et Gribel, qu'il y a une moindre excitabilité corticale, autrement dit, le système nerveux central, l'aire motrice primaire, l'aire 4, est moins capable d'envoyer des commandes motrices aux fibulaires. Quel est le lien avec le temps de réaction péronéen? Eh bien, cette instabilité chronique de cheville, elle est importante. Elle est importante d'autant plus si on veut faire de la prévention, comme c'est le cas dans des pôles d'entraînement, ou comme c'est le cas de suivi de joueurs ou de suivi de processus de réhabilitation. Quels sont les tests qui permettent d'avoir accès à cette instabilité? Si on reprend le formalisme de tout à l'heure, la boucle neuromusculaire peut se distinguer en deux composantes, motrice et sensorielle. À l'intérieur de cette modélisation, on va placer trois types de tests. Des tests qui visent à évaluer la force. Tout le monde en connaît, il y a des tests manuels, il y a des tests isocinétiques. Sur la cheville, ce n'est pas évident. Et puis, il y a un article là qu'on a publié avec le laboratoire qui montre qu'il y a également des possibilités de contrôle, excentrique en charge relativement précis. On peut également évaluer le versant proprioceptif de cette boucle par l'intermédiaire, éventuellement, mais ce n'est pas très intéressant, d'une évaluation histologique, neurophysiologique ou clinique, des tests de repositionnement, généralement, de matching. Et puis, il y a des tests qui interrogent directement le contrôle neuromusculaire. Trois tests. Il y en a un, je vous le conseille, c'est le time to boundary, c'est le temps limite en fait, c'est la vitesse à laquelle on va contrôler la projection de son centre de gravité dans le polygone de sustentation. Ça nécessite des calculs plus ou moins complexes, des plateformes de force, etc. Autrement dit, c'est irréalisable dans le domaine opérationnel qu'est l'entraînement ou qu'est la rééducation. Il y a d'autres tests, comme le Y-Balance Test, un dérivé du Star Excursion Balance Test, très précis, validé scientifiquement. Encore faut-il isoler la cheville du reste des articulations du membre inférieur. Et puis, il y a le temps de réaction péronéen, qui, de prime abord, est le plus simple des tests. Et c'est là-dessus que l'on va continuer la présentation. On va un petit peu regarder ce que veut dire ce test et est-ce qu'il est vraiment précis, est-ce qu'il nous ramène finalement à l'évaluation de l'instabilité de cheville. C'est quoi un temps de réaction péronéen? Un temps de réaction dans le domaine de la psychophysique est défini comme un intervalle de temps qui sépare un événement comportemental d'une réponse biologique. Ici, le temps de réaction, c'est le temps qui va séparer une déstabilisation de cheville de la réponse des muscles fibulaires. Sur cette représentation, qui est une capture d'écran d'un dispositif d'acquisition du laboratoire, la cheville est placée donc en déstabilisation à ce moment-là, et puis les muscles agissent ici sur ce temps de... Le temps de réaction péronéen, c'est donc cet intervalle de temps. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce temps de réaction péronéen? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? En fait, le temps de réaction péronéen renvoie à la capacité qu'a le système nerveux central de créer une défense dynamique contre les mouvements d'inversion qui peuvent devenir pathologiques. Pour exprimer tout ça, voilà, si on prend un personnage qui marche, on va s'intéresser à sa jambe assis à la pose du pied.
Lorsque le pied se pose, ici c'est le trait qui est là, ce sont ces traits-là, il s'écoule un certain temps entre la pose du pied et puis l'activation des fibulaires. Voilà le temps de réaction péronéen. Eh bien, ce temps de réaction péronéen est variable. Si par exemple je fais varier la condition dans laquelle s'effectue la marche, là ici on est sur des personnes saines, si j'instaure de l'instabilité, comme c'est le cas par exemple lorsque vous allez marcher en montagne, lorsque vous marchez dans la neige, lorsque le sol est instable et il risque à tout moment de se dérober sous vos pieds, eh bien, le temps de réaction péronéen va diminuer et va voir même, éventuellement, anticiper la pose du pied dans des situations extrêmement instables. C'est notamment le cas des réceptions de saut. On ne va pas attendre que le pied se pose avant d'activer les péronniers latéraux pour stabiliser l'arrière-pied, en plus du fait de l'existence de ce que l'on appelle un délai électromécanique, dont on ne parlera pas ici. Donc ce temps de réaction péronéen, on voit qu'il est variable en fonction des situations. Et on a tout intérêt à pouvoir réduire ce temps de réaction péronéen pour pouvoir assurer un contrôle optimal de l'arrière-pied. Les études qui concernent temps de réaction péronéen et entorse latérale de cheville, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un consensus? Oui, un consensus se dégage actuellement. Je vous conseille la lecture de la méta-analyse de Hock et McKeown de 2014 qui montre qu'il y a bien une dégradation, donc un allongement de ce temps de réaction péronéen lorsque les personnes ou les sujets sont victimes d'une entorse ou expriment une instabilité chronique de cheville. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on arrive à mesurer un temps de réaction péronéen, si ce temps de réaction péronéen est supérieur à la moyenne que vous allez pouvoir trouver dans la littérature, qui est autour de 69 millisecondes, eh bien c'est que la personne est instable. Or, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que ce paramètre, qui est simple d'abord à aborder, est un paramètre qui est extrêmement sensible à des facteurs externes, des facteurs confondants. Et il faut absolument mettre en place ou s'assurer d'une standardisation des tests qui sont réalisés pour pouvoir utiliser ce paramètre comme un paramètre prédictif d'une instabilité ou un paramètre qui permet de contrôler le processus de rééducation. J'ai listé ici les 4 paramètres qui sont les plus importants, ceux sur lesquels il y a un consensus et sur lesquels les données sont sans ambiguïté. L'histoire de l'entorse, une entorse de grade 2 ou de grade 3 ne va pas impacter de la même manière le temps de réaction péronéen. Le niveau de fatigue, d'épuisement, central ou périphérique. L'axe de déstabilisation, c'est-à-dire le type de mouvement qui est réalisé. Est-ce que c'est une inversion vraie, une supination, une plantaflexion? La cheville ne va pas réagir de la même manière. Et puis la vitesse à laquelle on va mobiliser l'articulation de la cheville. À titre d'exemple, je cite, alors c'est toujours bien de s'autociter, mais même si c'est bien parce qu'on connaît mieux les études, après, je cite un travail qu'on a fait en 2011, où on s'est interrogé sur l'influence du type de mouvement, donc de l'axe de déstabilisation, sur la valeur du temps de réaction péronéen. Et cette étude a permis de montrer 2 choses. Je vous le montre tout de suite. Pourquoi on s'est interrogé là-dessus? Parce qu'on s'interrogeait sur la variabilité de cette mesure. Mesurer un temps de réaction péronéen en laboratoire, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On place des électrodes électromyographiques, on contrôle la déstabilisation, on mesure le temps. Et pourtant, la variabilité est énorme dans la littérature. Et quand on a creusé dans la littérature, on s'est rendu compte que les équipes en Norvège, les équipes aux États-Unis, les équipes en Italie, au Québec, mesuraient des temps de réaction péronéens, mais qui ne correspondaient pas à la même situation, finalement. Si vous regardez ces setups expérimentaux, ici on est dans de la supination, ici on est dans de l'inversion, ici c'est de l'inversion, c'est de la supination associée à une locomotion, etc. Autrement dit, il était bien normal de trouver une variabilité dans cette mesure, puisque tout le monde mesurait des choses différentes. On s'est donc interrogé sur l'axe de déstabilisation. En développant, on a mis les sujets en pleine charge sur un dispositif qui, lorsque les sujets étaient debout, les yeux fermés, avec des casques pour entendre rien du tout, à tout moment, on pouvait lâcher donc, ce dispositif et il partait sur un mouvement d'inversion contrôlé. En fait, on simulait des entorses, sans en faire. On a contrôlé donc l'axe d'inversion, l'axe de déstabilisation, un axe d'inversion ici et un axe clairement de supination. On a fait ça chez les sujets sains. Puis on a regardé, l'hypothèse étant que plus
la reproduction de l'axe de déstabilisation est conforme à celui qui va être retrouvé dans le mouvement traumatique, et plus le système nerveux central va répondre vite. En gros, c'est un peu de la vaccination. Le système nerveux central, on va lui faire croire qu'il y a une entorse pour qu'il réponde le plus vite possible. Voilà quelle était l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on a montré? Bon, alors on a montré, ici vous avez en noir les mouvements de supination, les mouvements d'inversion pour le péronnier, le court péronnier, le long péronnier. On voit que lorsque les mouvements s'effectuent dans un axe physiologique, eh bien le temps de réaction est diminué, et ce uniquement pour le péronnier. Donc, on était conforme à nos hypothèses. De manière extrêmement intéressante, on s'est rendu compte que cette relation, autrement dit l'effet de l'axe, ne s'exprime que pour des vitesses d'inversion qui sont conformes aux vitesses d'inversion physiologiques. Autrement dit, si vous voulez faire répondre le système musculaire, le système nerveux, neuromusculaire, à un mécanisme traumatique simulé, il faut simuler ce mécanisme le mieux possible, jusqu'aux vitesses traumatiques, qui sont de 600 à 650 degrés par seconde. L'étude de Fong, la même année, l'avait montré. Donc, on voit bien que cet axe, que ce paramètre, ce temps de réaction péronéen, eh bien, doit être prélevé dans des conditions extrêmement strictes, extrêmement contrôlées. Sinon, eh bien, on va l'exprimer ou son expression ne va plus vouloir rien dire. Le temps de réaction péronéen est donc un paramètre qui va pouvoir guider le processus de rééducation, de réhabilitation. Avoir un mauvais temps de réaction péronéen, ça ne signifie pas avoir des mauvais muscles. Ça peut signifier soit avoir des mauvais muscles, soit avoir des mauvais signaux sensoriels. Et c'est pourquoi, dans les protocoles formels de rééducation, eh bien, on va distinguer, ensuite on peut les associer, mais on va distinguer une partie sensorielle, ici, on va faire de la proprioception, et puis on va faire de la force. Alors pour la proprioception, on va utiliser des plateaux déstabilisants, et puis pour la force, eh ben, il y a de la thérapie manuelle, la thérapie contre-résistance, on peut également utiliser de l'électromyostimulation, etc. Pour restaurer cette boucle sensorimotrice et donner la capacité au système neuromusculaire de contrôler cette cheville pour lui éviter donc de récidiver. Les résultats sont partagés sur ces méthodes-là, puisque là aussi, ce n'est pas tout à fait à jour. Je suis resté à 2012, il y a un article de 2015 qui est ressorti. Les taux de récurrence sont extrêmement importants. Autrement dit, lorsque on se rééduque par intermédiaire de ces méthodes, ça ne semble pas être tout à fait satisfaisant parce qu'on a un risque important de récidiver. Ce risque, il est majoré par la pratique d'une activité compétitive. Alors le but du jeu n'est pas de donner des réponses toutes faites. C'est simplement de s'interroger sur comment faire en sorte de mieux restaurer cette boucle sensorimotrice. Et pour effectuer ce genre de travail, eh bien, il faut savoir ce qui manque. On a dit que le système nerveux central répondait au mieux à des stimulations qui étaient conformes au traumatisme, au mécanisme traumatique. D'un point de vue musculaire, qu'est-ce qui manque à ces processus de réhabilitation tels qu'ils sont généralement utilisés actuellement? Le mode de concentrique. Je rappelle que les fibulaires contrôlent le mouvement d'inversion en excentrique. Il faut donc renforcer ces muscles dans le régime excentrique. On sait également qu'il n'y a pas de transfert direct de force entre le gain en concentrique et le gain en excentrique. Ce n'est pas parce que vous allez augmenter la force concentrique d'un muscle que automatiquement sa force excentrique va augmenter. Donc il faut bien prendre en compte ça. Le type de mouvement et l'amplitude de mouvement. On a vu que si on faisait une plantarflexion, une supination, une inversion, le système nerveux central ne répondait pas de la même façon. Il faut donc reproduire des mouvements traumatiques réels. Et il faut que ces mouvements traumatiques concernent la totalité de l'amplitude de l'articulation. Et puis, il faut également appliquer ou arriver jusqu'à l'application d'une charge qui soit fonctionnelle. La cheville et l'arrière-pied eh bien, doivent être contrôlés en pleine charge. Lorsque vous marchez, il y a forcément un moment où vous êtes en simple appui, on appuie l'hypodale, et là, il y a 100% du poids de corps qui s'effectue. Et lorsque vous sautez, eh bien, il y a 100% du poids de corps, plus la gravité qui va s'appliquer. Donc, il faut aller jusque-là. D'un point de vue sensoriel, qu'est-ce qui manque ?
Il manque la spécificité articulaire. Il faut faire en sorte de bien aller jouer sur l'articulation concernée par l'entorse latérale de cheville, et c'est l'articulation soutalienne. Il faut également provoquer des étirements des éléments neuromusculaires qui soient conformes. Il faut étirer la capsule autour de l'axe de Henke, il faut étirer la peau, ce qui provoque l'étirement de la peau de manière conforme. Les derniers travaux de Emonetti du CNRS à Marseille montrent bien que la peau est un indicateur proprioceptif extrêmement important, autant que les fuseaux neuromusculaires. Il y a une redondance sensorielle à ce moment-là. Et puis, il faut s'assurer que les signaux proprioceptifs qui sont générés soient effectivement intégrés par le système nerveux central. Ce point-là est fondamental. Je vous invite à lire les travaux de Kears, de Brumagne. Nous-mêmes, nous avons publié des travaux en 2013 en collaboration avec l'Université Laval à Québec. Ce n'est pas parce qu'on fournit de la proprioception que ces signaux sont automatiquement intégrés par le système nerveux central. Il faut qu'ils soient cohérents avec la motricité du sujet. En gros, entre les signaux et leur intégration corticale, il y a une structure, le thalamus, qui est la porte d'entrée de ces signaux. Et il se trouve que sur des plateaux déstabilisants, multi-axiaux, eh bien, ces signaux proprioceptifs, bien qu'ils existent, ne sont pas intégrés, ou en tout cas ne signifient pas grand-chose pour le système nerveux central. Sur cette base, le laboratoire a développé depuis 10 ans maintenant, alors attention, depuis 10 ans maintenant, on a travaillé sur des dispositifs de déstabilisation. Ici, c'est un dispositif de déstabilisation qui existe. Ce concept, le concept de contrôle sensorimoteur spécifique aux articulations peut être appliqué à toute autre forme d'articulation. Ici, c'est pour la cheville, mais on a parlé de l'épaule. Pour l'épaule, ça peut être la même chose. Où on s'assure par l'intermédiaire de... Je peux revenir en arrière, peut-être? Oui. Où on s'assure par l'intermédiaire de dispositifs spécifiques, eh bien, des modes de contraction, des types de mouvements, du contrôle de la charge, et puis de l'intégration sensorielle, etc., etc. Depuis 10 ans, on a produit 17 articles qui visent à s'assurer de l'obtention de chacun de ces points pour ce type de matériel. Bon, finalement, si on revient à notre temps de réaction péronéen, bah oui, le temps de réaction péronéen, c'est un bon indice qui permet de contrôler des modes d'entraînement, des modes de rééducation, qui permettent de contrôler la qualité de la cheville des athlètes. Par contre, il faut faire absolument attention à ce que l'on mesure avec ce temps de réaction péronéen. Il faut prendre en compte la totalité des facteurs extrinsèques, confondants. Et puis, ce temps de réaction péronéen, lorsqu'on l'utilise comme un marqueur de la rééducation, eh bien, doit être utilisé, doit faire l'objet, en tout cas les méthodes de rééducation doivent faire l'objet d'une réflexion sur les limites que l'on a évoquées vis-à-vis du contrôle neuromusculaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions, peut-être maintenant, peut-être après. Oui, je remercie beaucoup Nicolas. De ces données que l'on utilise depuis quelques temps déjà au niveau de la Fédération française de handball, et je me permets de vous demander si vous avez quelques questions pour Nicolas Forestier concernant la cheville. Vous réfutez en fait l'idée, le concept de préactivation des péronées au cours de la marche? Ah non, je ne réfute pas du tout. Sur votre graphique, on voyait que les péronniers s'activaient après le début du contact du pied au sol, au cours de la phase portante en fait. À moins que je me trompe, mais vous l'avez décrit comme ça. Non, vous ne vous trompez pas. Je peux pas revenir, peut-être? Est-ce qu'on peut remettre la fin du diapo, s'il vous plaît? On me fait signe. Tu as le diapo en entier, là. Parfait, merci. C'est ici, pardon, sur celui-ci. Voilà, exactement. Voilà, ici. Ici, c'est sur un sol stable, sur une marche normale, classique, à allure, à 4 km/h. Il n'y a pas de raison de préactiver. La proactivation, là, il n'y a pas de raison. Par contre, lorsque le sol n'est plus stable, lorsque le sol est instable, eh bien, à ce moment-là, il y a de la préactivation, la proactivation. Donc cette notion de préactivation elle est dépendante
du sol sur lequel on Oui, évolue. de la nature, oui. Oui, oui. Et La notion de proactivation, ici, elle est appliquée sur les perronniers, et ça va être la même chose sur du contrôle, de manière générale, le contrôle. Si vous arrivez à contrôler votre mouvement en cours de réalisation, ce qu'on appelle un contrôle online ou rétroactif, si je veux prendre ça, j'ai ma main, je vois ça, je contrôle rétroactivement. Si par contre je veux faire un swing au golf, je ne vais pas pouvoir contrôler rétroactivement mon swing. Il va falloir qu'il soit pensé et contrôlé de manière proactive. C'est bien la situation, en l'occurrence ici la vitesse du mouvement, qui va induire un shift dans le mode de contrôle. Et ici c'est la même chose. Lorsqu'on évolue dans un environnement stable, la préactivation n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf pour une coordination particulière qui est la coordination posture-mouvement, où là, l'activité des muscles posturaux anticipe systématiquement l'activité des muscles focaux. Oui ? Si je monte mes bras, en principe, mécaniquement, je devrais tomber en arrière. Pourtant, je peux monter mes bras à toutes les vitesses que je veux, je ne tombe pas en arrière. Si je ne tombe pas en arrière, c'est qu'avant de monter mes bras, les muscles focaux ont été activés, me projettent légèrement en avant, de manière à compenser l'effet mécanique. Ça, c'est la proactivation, ce qu'on appelle les ajustements posturaux anticipés. Donc, je ne réfute absolument pas la proactivation, hein. Elle existe. Et d'ailleurs, dans le cadre de la rééducation, placer les gens sur des systèmes déstabilisants permet de potentialiser cette proactivation. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez testé également le tibial postérieur en même temps? Parce qu'il y a quand même un couple agoniste-antagoniste entre les éverseurs et les inverseurs, et que ne tester ou ne regarder que d'un côté sans regarder l'autre, parfois pourrait être effectivement plus subtil dans toute la pathologie qu'on peut voir. Et j'aurais deux autres remarques avant que vous répondiez. C'est la première, c'est avant de parler d'instabilité fonctionnelle, on est quand même nous assez bien placés pour dire qu'il y a tellement de pathologies secondaires localisées sur la cheville qu'on a besoin de démembrer correctement avant de dire on va finir par la rééduquer correctement, mais il faut qu'on fasse un diagnostic le plus précis possible quand on est sur une instabilité secondaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième remarque, c'est sur des populations, puisque vous l'avez dit qu'il y a beaucoup d'entorses de cheville, effectivement, 6 000 par jour en France. Quand on fait des études et qu'on les regarde à 2 ans avec tous ceux avec 2 ans de recul, avec tous ceux qu'on peut suivre, et qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié des gens qui ne font pas de rééducation et que ce n'est pas forcément eux qui récidivent au niveau des entorses de cheville, on peut se poser la question de l'intérêt de faire tout ce petit travail-là sur une population générale qui se fait régulièrement des entorses de cheville mais qui ne récidive pas pour autant. Merci. Donc 3 points pour répondre. Le tibial post, on ne l'a pas regardé dans le sens où qu'est-ce qui va contrôler le tibial post? S'il s'active pendant un mouvement d'inversion, il va majorer l'inversion finalement. Donc ça veut dire qu'au moment où vous partez sur un mouvement traumatique d'entorse, le tibial post majorerait, donnerait encore comme le coup de fouet quadricipital lors d'une rupture de ligament croisé antérieur. C'est la raison pour laquelle on n'a pas regardé. On a néanmoins quelques données électromyographiques, mais on n'a pas inclus le tibial post pour cette raison-là. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut parler d'instabilité fonctionnelle? Alors on s'inscrit, nous sommes universitaires, donc on s'inscrit dans des cadres de recherche, pas forcément des cadres de recherche clinique, mais il y a un groupe, le Uncle Consortium Group, qui est avec le professeur Gribel, Hertel, Fourchet, etc. Et il y a un questionnaire qui est partagé entre 12 laboratoires et on utilise systématiquement la même chose, que ce soit au Canada, aux États-Unis, etc. Lorsqu'on parle d'instabilité fonctionnelle de cheville, on dit les mêmes choses. Après,
ça peut avoir ses limites. Mais en tout cas, on compare des populations comparables dans les études qui viennent de chez Hertel, de chez Gribel, de chez nous, de chez Fourchet, etc. Enfin, dernier point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, à titre pas expérimental, chaque année depuis 2013, maintenant, depuis 2012, on fait passer ce questionnaire à des jeunes qui rentrent à l'université en première année. Qui s'est fait une entorse, qui a fait de la rééducation, qui n'en a pas fait. Les chiffres de récurrence sont les mêmes que l'on ait fait de la rééducation ou pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir pourquoi et pourquoi est-ce que ça ne marche pas. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas... Donc je partage tout à fait votre point de vue et on cherche à savoir pourquoi ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Voilà, je vous remercie.